parler, je vous le donne en mille. L'amour, pas loin. La nouvelle se propage. Elle m'est revenue même de, pas très loin bien sûr, d'une petite ville de l'Europe où on l'avait fait envoyer en message. Comme c'est sur mon divan que ça m'est revenu, je peux pas croire la personne qui me l'a rapporté y crut vraiment. Vu qu'elle sait bien ce que je dis de l'amour. C'est assurément qu'on ne peut pas en parler. Parlez-moi d'amour. Je veux dire des chansonnettes. J'ai parlé de la lettre d'amour, de la déclaration d'amour. C'est pas la même chose que la parole d'amour. Bon, enfin, je pense qu'il est clair, même si vous ne l'êtes pas formulé, il est clair que dans ce premier séminaire, j'ai parlé de la bêtise. De celle qui conditionne ce dont j'ai donné cette année le titre à mon séminaire et qui se dit encore. Vous voyez le risque, hein? Je vous dis ça uniquement pour vous dire ce qui fait ici le poids de ma présence. C'est que vous en jouissez. Ma présence seule, du moins j'ose le croire, ma présence seule dans mon discours, ma présence seule est ma bêtise. Je devrais savoir que j'ai mieux à faire que d'être là. C'est bien pour ça que je peux avoir envie, tout simplement, qu'elle ne vous soit pas assurée en tout état de cause. Néanmoins, il est clair que je ne peux pas me mettre dans une position de retrait, de dire qu'encore, et que ça dure, c'est une bêtise, puisque moi-même, j'y collabore, évidemment. Je ne peux me placer que dans le champ de cet encore, et peut-être à remonter un certain discours qui est le discours analytique, jusqu'à ce qu'il fait le conditionnement de ce discours, à savoir cette vérité
seul qui puisse être incontestable, de ce qu'elle n'est pas, qu'il n'y a pas de rapport sexuel. Ceci ne permet d'aucune façon de juger de ce qui est ou n'est pas de la bêtise, et pourtant, il ne se peut pas, vu l'expérience qu'à propos du discours analytique, quelque chose ne soit pas interrogé, qui est à savoir s'il ne tient pas essentiellement, sans supporter cette dimension de la bêtise. Et pourquoi pas? Pourquoi pas, après tout, ne pas se demander quel est le statut de cette dimension pourtant bien présente? Car enfin, il n'y a pas eu besoin de discours analytique pour que, c'est là la nuance, comme vérité soit annoncé qu'il n'y a pas de rapport sexuel. Croyez pas que moi j'hésite à me mouiller. C'est pas d'aujourd'hui que je parlerai de Saint-Paul. Je l'ai déjà fait. C'est pas ça qui me fait peur, même de compromettre avec des gens dont le statut, la descendance, n'est pas à proprement parler ce que je fréquente. Néanmoins, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, ce fut la conséquence du message. Voilà ce qui, au cours des âges, a eu quelques répercussions. Ça n'a pas empêché le monde de se reproduire à bonne mesure. La bêtise tient bon en tout cas. C'est pas tout à fait comme ça que s'établit le discours analytique. Je l'ai formulé du petit A et de l'S2 qui est en dessous, et de ce que ça interroge du côté du sujet pour produire quoi, c'est bien évidemment que ça s'installe là-dedans, dans la bêtise, pourquoi pas, que ça n'a pas ce recul, que je n'ai pas pris, moi non plus, de dire que si ça continue, c'est de la bêtise. Au nom de quoi, je dirais, comment sortir de la bêtise? Je n'en ai pas moins vrai. Il y a quelque chose, un statut à donner de ce qu'il en est, ce neuf discours, son approche de la bêtise. Quelque chose sans nouvelle. Sûrement, il va plus près. Car dans les autres, c'est bien ce qu'on fuit. Le discours vise toujours à la moindre bêtise, ce qu'on appelle la bêtise sublime, car sublime veut dire ça. C'est le point le plus élevé de ce qui est en bas. Où est dans le discours analytique le sublime de la bêtise? Voilà en quoi je suis en même temps légitimé à mettre au repos la participation à la bêtise, en tant qu'ici elle nous englobe, et à invoquer qui pourra
de ski, sans doute dans d'autres champs, mais non bien sûr, puisqu'il s'agit de quelqu'un qui s'y écoute, et qui de ce fait est suffisamment introduit au discours analytique. Comment? C'est là que déjà, au terme de l'année dernière, j'ai eu le bonheur de recueillir d'une bouche qui va se trouver la même. C'est là que, dès le début de l'année, j'entends quelqu'un m'apporte à ses risques et périls la réplique de Ski dans un discours nommément philosophique, résout, oblique, mène sa voix, la fraye d'un certain statut à l'égard de la moindre bêtise. Je donne la parole à François Akanati, que vous connaissez déjà. Oui, je remercie le docteur Lacan de me donner la parole une deuxième fois, parce que ça va m'introduire directement à ce dont je vais parler, en ce sens que ce n'est pas sans rapport avec la répétition. Et d'autre part, je voudrais aussi bien prévenir que cette répétition, c'est une répétition infinie, mais que ce que je vais dire là aussi, ça ne sera pas fini en sens où je n'aurai absolument pas le temps de venir au terme de ce que j'ai préparé. C'est-à-dire qu'ici, en quelque sorte, c'est véritablement au bouclage de la boucle que devait prendre sens ce qui, comme préliminaire, va m'y amener. C'est-à-dire que là, je vais être obligé, je crois, à cause du temps, et à moins de reprendre ça une autre fois, de m'en tenir au préliminaire, c'est-à-dire, proprement, de ne pas encore entrer de plein pied dans cette bêtise dont a parlé le docteur Lacan. Vous vous souvenez que ce que la dernière fois j'avais essayé de montrer, c'est que la répétition ne se produit qu'au troisième coup, qui était le coup de l'interprétant. Ça veut dire que la répétition, c'est la répétition d'une opération, en ce sens que pour qu'il y ait du terme à répéter, il faut qu'il y ait une opération qui produise le terme. C'est-à-dire que ce qui doit se répéter, il faut bien que ça s'inscrive, et l'inscription de cet objet ne peut se faire elle-même qu'au terme de quelque chose de l'ordre d'une répétition. C'est-à-dire qu'il y a là quelque chose qui ressemble à un cercle logique, et qui est en fait un peu différent, plutôt quelque chose de l'ordre d'une spirale, en ce sens où le terme d'arrivée et le terme de départ, on ne peut pas dire que ce soit la même chose. Ce qui est donné, c'est que le terme de départ, c'est le même que le terme d'arrivée, mais le terme d'arrivée, c'est plutôt le terme d'arrivée qui est le même que le terme de départ, mais le terme de départ lui-même n'est pas déjà le même. Il devient le même, mais seulement après. Il y a donc deux répétitions à envisager, dissymétriques. La première qui est le procès par où se donne cet objet qui doit se répéter, et on peut appeler ça en quelque sorte l'identification de l'objet, au sens où il s'agit du déclin de son identité. Et on voit très bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire que quand on décline cette identité de l'objet, cette identité décline aussi sec. Et la tautologie initiale, A et A, dont on se souvient que Wittgenstein dit que c'est un coup de force dénué de sens. C'est proprement ce qui institue le sens, car il passe quelque chose là-dedans. C'est-à-dire que dans le A et A se présente tout d'abord comme le support indifférencié, tout à fait potentiel, de tout ce qui peut lui arriver comme détermination. Mais dès qu'une détermination effective lui est donnée, dès que c'est d'existence qu'il s'agit et pas du n'importe quoi de toutes ces déterminations possibles, alors précisément il y a une sorte de transmission de pouvoir, c'est-à-dire que ce qui devait faire fonction de support, en l'occurrence ce A indéterminé, ce A potentiel, il est en quelque sorte marqué par le fait qu'il y a de l'être tout d'un coup qui s'intercale entre lui et lui-même, c'est-à-dire que lui-même se répète, et il se répète sous la forme d'un prédicat. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'amoindrissement, et cet amoindrissement se symbolise par ceci, que dans A et A, le A qui avait fonction de support, tout d'un coup se voit lui-même supporté par quelque chose de l'ordre de l'être, qui le supporte, qui le dépasse, qui l'englobe, et lui-même n'est dans cette relation que ce qui prédique la prédication, en tant que la prédication, c'est ce que supporte l'être. Sur ceci, je vais revenir. Chacun sait que la guerre est la guerre, mais pas une tautologie, plus qu'un sou est un sou. Exactement.
Je vais revenir là-dessus parce que c'est à peu près le nerf de toute l'affaire et que je voudrais parler, mais c'est de ça que je crains de n'avoir pas le temps de le faire. Je voudrais parler de la logique de Port-Royal parce que c'est une théorie de la substance, justement. Et qu'il a été dit la dernière fois qu'on ne se réfère pas ici à aucune substance. Enfin, j'y viendrai tout à l'heure. Qu'on sache simplement que la répétition, effectivement, la première, répète l'indétermination initiale de cet objet qui se donne comme potentiel, mais qu'en répétant cette indétermination, eh bien, cette indétermination se trouve, non pas l'objet, mais l'indétermination se trouve soudain déterminée d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'on peut bien poser que la répétition du vide ou la répétition de l'impossible, en fait, que ce type de répétition de quelque chose qui n'est pas donné et qu'il faut donc produire dans le temps qu'on voudrait le répéter, on peut bien poser que c'est impossible, c'est ce que dit à peu près tout le monde, mais il suffit que ce soit impossible pour qu'il y ait quelque chose là d'assuré et que cette assurance permette justement une répétition, c'est-à-dire une deuxième répétition. Bon, plutôt que de m'étaler là-dessus, je cite cette phrase de Kierkegaard qui dit « La seule chose qui se répète, c'est l'impossibilité de la répétition. » Ça fait très bien voir ce qu'il en est, et ça fait le joint avec ce que j'avais dit l'année dernière, donc de la triade qui supporte toute répétition, la triade objet, représentamène, interprétant. C'est-à-dire qu'entre l'objet et le représentamène, on change en quelque sorte d'espace, ou au moins, il y a quelque chose comme un trou qui fait justement l'objet et le représentamène inaccrochables dans cette relation. Mais ce trou, en tant qu'il insiste, c'est ce qui permet de fonder une vraie répétition, dans ce sens que le coup d'après, il y a quelque chose qui va incarner ce trou, qui sera l'interprétant, et qui pourra en quelque sorte répéter de deux façons ce qui passait entre l'objet et le représentamène. D'une part, l'inscrire, en disant il y avait du trou, et en permettant que cette impossibilité ou ce trou, ça se répète, mais d'autre part, il va non pas seulement le signifier, mais le répéter, parce qu'entre l'impossibilité de départ qui passait entre l'objet et le représentamène, et son signifiant qui est l'interprétant, il y a le même rapport impossible qu'il y avait justement entre l'objet et le représentamène. C'est-à-dire qu'il faudra un deuxième interprétant pour prendre en charge la répétition de cette impossibilité. Dans l'interprétant, il y a quelque chose comme l'effectuation d'une impossibilité jusque-là potentielle, et l'impossibilité inscrite par l'interprétant, c'est disons le premier terme de cette existence dont le zéro potentiel était porteur, au sens où de quelque manière le tout conduit où il existe, et j'y reviendrai également. Ce qui est important, c'est que l'impossibilité du rapport objet-représentamène, elle se donne comme telle pour l'interprétant. L'interprétant dit, ça c'est impossible, mais dans la mesure où elle se donne pour l'interprétant comme telle, dès que l'interprétant lui-même se donne pour un autre interprétant, c'est alors que cette impossibilité est vraiment un terme fondateur d'une série. C'est-à-dire que ça permet au nouvel interprétant d'assurer quelque chose de solide, comme si cette solidité, c'était l'interprétant premier qui l'avait fondé à partir de quelque chose originairement fluide. Ce qui échappait dans le rapport objet-représentamène, ça vient s'emprisonner dans l'interprétant. Mais on voit bien, et je l'ai déjà dit, que ce qui s'emprisonne dans l'interprétant et ce qui échappait dans le rapport objet-représentamène, c'est pas exactement la même chose, puisque précisément, ce qui échappait dans le rapport objet-représentamène, ça continue à échapper dans le rapport entre ce rapport et l'interprétant. C'est-à-dire que de toute façon, il y a le même décalage, la même inadéquation, et c'est bien l'impossibilité de départ, c'est-à-dire l'impossibilité de la répétition, sur laquelle je vais maintenant appuyer un peu, qui produit ce qui se passe, ce qu'on peut constater, c'est-à-dire la répétition de l'impossibilité. Ce qui institue le décalage, ce décalage d'où s'origine la répétition, c'est l'impossibilité pour quelque chose d'être à la fois ce quelque chose et en même temps de l'inscrire. C'est-à-dire que l'existence de quelque chose ne s'inscrit que pour autre chose, et par suite, ça ne s'inscrit que quand c'est autre chose qui est donné. Et si tant est que c'est d'existence ponctuelle qu'il s'agit, quelque chose ne s'inscrit, l'existence de quelque chose ne s'inscrit qu'au moment où elle décline, justement, au moment où c'est d'une autre existence qu'il est question. Ces disjonctions, c'est à peu près ce qui passe entre l'être et l'être prédiqué. Et j'espère avoir le temps d'arriver jusqu'à la logique de Port-Royal, qui était théoriquement le noyau de mon exposé, mais ça c'est douteux. Ce qui supporte, vous vous souvenez que la dernière fois, Lacan a caractérisé l'être comme étant section de prédicat. Et c'est à proprement parler de cela qu'il est question
Et tout de suite, je vais donner quelques réflexions sur ne plus que cette formule, section de prédicat, qui fait sentir immédiatement la récurrence où se construit ce qui justement est supposé supporter tout prédicat, c'est-à-dire l'être. C'est-à-dire que l'être qui supporte les prédicats avant, ça se donne après les prédicats. Et d'une certaine manière, s'il y a section de prédicat pour trouver l'être, ça veut dire que ce qui supporte les prédicats, c'est ce qui n'est pas dans les prédicats. C'est justement ce qui est absent des prédicats, ce qui est absent dans la prédication. C'est donc l'absence d'être, d'une certaine manière, qui porte les prédicats, ce qui implique aussi, mais de façon un peu indirecte, que les prédicats ne sont eux-mêmes prédicats que de cette absence. Que le prédicat puisse être coupé, c'est comme si, en quelque sorte, il y avait déjà une partition élémentaire, comme si une ligne était donnée en pointillé, une frontière, et qu'il suffit de découper comme dans certains emballages. La notion de section du prédicat que vous avez accroché, parce que j'ai juste presque achoppé là-dessus. Oui, en tant que la section de prédicat, c'est proprement ce qui est le noyau de mon exposé. On peut imaginer ça comme une vibration, c'est-à-dire que c'est à partir d'un espèce de halo que je vais essayer, en faisant le tour véritablement, de cerner ce noyau qui va apparaître dans tous les exemples que je vais maintenant donner. Section de prédicat, c'est donc comme si ça pouvait être coupé. Je n'insiste pas là-dessus, sinon qu'il est évident que ce n'est pas d'avoir coupé la coupure qu'on va retrouver l'insécable, et que la frontière, une fois qu'on a taillé dedans, elle insiste d'autant plus qu'elle se manifeste comme trou. Disons que la section, pour prendre les sens qui viennent, c'est aussi bien faire deux de ce qui est éteint, et si je signale ce sens qui n'est pas ce qui se reçoit ici, c'est parce que c'est celui que Grodeck donne à un de ses concepts qui s'appelle justement la section. Bien, c'est illisible, mais c'est très simple, c'est la section avec un X. C'est-à-dire que ce n'est pas sans intérêt le sexe, d'une certaine manière, et ça, c'est la manière pour Grodeck de faire référence à Platon, et quand je dis Platon, il ne s'agit pas du Parménide, mais du banquet. Vous vous souvenez que dans le discours d'Aristophane est soulevé le problème de ce mythe de l'androgyne originaire qui aurait été coupé en deux. Ça aurait été ça, la section avec un X. Or, ce sur quoi je voudrais insister, c'est sur quelque chose qui ressort très bien du banquet, non pas spécifiquement du discours d'Aristophane, mais un peu de tous les discours, même ceux qui sont supposés contradictoires. Et je vais ne prendre que deux exemples pour aller vite. Ce sera le discours de Diotime d'une part, celui d'Aristophane de l'autre, et le banquet, ça porte sur l'amour. L'amour, dit Diotime, c'est ce qui, partout où il y a du deux, fait office de frontière, de milieu, d'intermédiaire, c'est-à-dire d'interprétant. Quand je dis d'interprétant, c'est parce que on peut très bien traduire comme ça le mot que Platon emploie, qui est un mot dérivé de mantike, qui veut dire l'interprétation. Et mantike, Platon dit que ça vient, c'est ce qu'il dit, de maniké, qui lui veut dire le délire. C'est cet office d'interprétant, mais le seul intérêt de cette formule, parce que somme toute personne dans l'assemblée du banquet ne la conteste, c'est ce qui permet de s'en suivre. Ceci, que l'amour en aucun cas ne saurait être beau, parce que ce qui se pose comme objet de l'amour, ce qui comme série tombe sous le coup de l'amour, l'amour étant comme une marque qui fait défiler, qui instaure une espèce de couloir où une série d'objets va passer, les objets qu'il a marqués, l'amour ne peut pas être beau parce que ces objets sont beaux, et il est dit qu'en aucun cas, ce qui est l'agent d'une série, l'instance même de la série, ou le terme ultime de série, ce qui chapeaute une série, ne peut avoir les mêmes caractères que les objets qui sont dans cette sériation. C'est-à-dire que les objets de l'amour sont beaux, l'amour ne peut pas être beau. Et ça, c'est donc, à proprement parler, un caractère de cette instance de sériation, un caractère de l'interprétant, que personne, parmi les polémistes présents dans l'assemblée du banquet, ne remet en question. Et on peut voir assez facilement le rapport qu'il y a avec Aristophane, même si ça paraît lointain, c'est que quand il dit qu'à l'origine, les hommes avaient 4 jambes, 4 bras, 2 visages et 2 sexes, eh bien, il devenait un peu trop arrogant parce qu'ils n'avaient plus vraiment de désir, il leur manquait pas grand-chose, et alors on a décidé, du moins c'est Zeus qui a décidé de les couper en deux, pour qu'ils deviennent humiliés. Mais ce qu'a dit Zeus, c'est que ça ne compte pas une coupure,
s'il n'y a pas des effets de coupure. C'est-à-dire que si la coupure est ponctuelle et qu'après ça continue comme avant, ça ne sert à rien. Alors ce qu'il a voulu, c'est que ça reste, qu'il y ait un effet, et pour cela, il a tourné les visages qui étaient alors comme les sexes dans le dos. Et l'endroit de la coupure, c'était proprement le ventre, puisqu'il y avait le nombril qui est l'indice de la coupure. Il a décidé de tourner les visages du côté du nombril pour que les hommes s'en souviennent de cette coupure. Et puis pendant qu'il guettait, il a tourné les sexes également, pour qu'ils puissent essayer de se recoller et que ça les occupe. Mais l'important, et ce pourquoi j'ai déroulé tout ça, et en rapport avec le discours de Diotime, c'est que le résultat de toute cette opération, qui est quand même quelque chose, le résultat peut apparaître dérisoire, c'est simplement que l'homme, on lui a tourné le visage, il ne peut plus regarder derrière lui, c'est qu'il ne voit plus qu'en avant, il voit seulement ce qu'il précède. Est-ce qu'on voit bien que c'est précisément également ce que dit Diotime? C'est-à-dire que c'est ça la fin de tout, c'est-à-dire à la fin du tout, en tant qu'à toute série, il manquera le terme ultime de la sériation, le point de vue, ce d'où la sériation se construit. En général, ce que je viens là d'isoler à partir de deux discours, on va le retrouver comme deux points très liés à propos des ordinaux. Ce qui fait l'ordinal, ça on vous l'a déjà dit, c'est quelque chose de l'ordre d'un nom de nom. Oui, mais vous avez trouvé une chose qui marche? Mais avec le temps, voyez-vous, ça sort. C'est un nom de nom, et on va voir plus précisément de quoi il retourne, en ce sens que l'ordinal, c'est un nom, mais si c'est un nom, la fonction de ce nom, c'est de nommer quelque chose qui n'est pas justement son propre nom, c'est en quelque sorte le nom second de ce qui précède, du nom qui précède, et qui, comme nom lui-même, est bien un nom, mais ne sert qu'à nommer quelque chose qui précède, etc. C'est-à-dire, bon, voilà le rapport avec Aristophane, et j'insiste pas. Il y a un problème qui va se poser tout de suite, et je tâcherai de l'aborder, c'est que le premier ordinal, si on le considère, lui, il n'est pas vraiment un nom de nom, parce qu'il n'y a pas de nom qui le précède, si tant est qu'il soit le premier. C'est pourquoi j'ai écrit cette petite chose à côté, là, qui est le nom du nom, parce que c'est ça le premier ordinal, et je dirais même, si c'est ça qui se passe au début, c'est à cause de ça qu'après il y a du nom de nom, N-O-N. Parce que justement, dès lors qu'on donne un nom à ce qui n'en a pas, c'est dans l'identification quelque chose justement comme le déclin de l'identité, en ce sens qu'on en dit un peu plus, et que ce plus qu'on dit, il va falloir lui-même non pas tant le résorber, mais l'identifier, lui donner un nom, et à partir de là, c'est le décalage infini. Nommer en général, c'est faire le point de ce qui précède dans la série. Mais le point, en tant que lui-même fonctionne comme nom, précède quelque chose à venir également, et ce quelque chose à venir, si on le considère absolument, ce qui est toujours à venir, ce sera ce qu'on pourrait appeler l'encore, qui lui, ne précède rien qui ne soit lui-même, c'est-à-dire ne détient pas de nom, innommable de ce fait. On voit que de ce point de vue-là, ce que j'appelle l'encore, c'est l'index de l'infini. Et d'autre part, on peut dire que l'infini est déjà là, il est donné dès le départ dans l'homonymie du nom et du nom. C'est-à-dire que le nom, c'est quelque chose comme la propagation du nom plus radical, qui avant toute nomination, ou dans l'instant de toute nomination, se donne comme quelque chose d'infini. On voit donc quelque chose se détacher comme deux bornes, le nom N-O-N d'une part et l'encore, et l'ordination, c'est ce qui se passe entre les deux. C'est-à-dire que ce qui va m'intéresser, et on peut voir le rapport de ceci avec la section de prédicat, c'est-à-dire avec cette expression et cette récurrence, c'est le rapport entre les deux qui peut être intéressant. Le système de la nomination en général, vous voyez à peu près comment on peut l'appréhender. C'est l'enrobage d'un impossible de départ, enrobage qui justement, dans ce rapport à l'impossible, ne se soutient que de l'encore comme indice de cette transcendance de l'impossible par rapport à tout enrobage. Et si l'impossible, c'est ce qui dit non, ce qui n'est pas évident, et je regrette de n'avoir pas le temps de développer ça, si l'impossible, c'est ce qui dit non, il faudra l'entendre à peu près comme une dénégation radicale, en tant que la dénégation, c'est quelque chose qui est déjà infini. C'est-à-dire qu'en tant que c'est déjà infini, la dénégation se moque pas mal de ce qui arrive, en quelque sorte, derrière elle,
ce qu'elle supporte, c'est-à-dire tout le jeu de prédication, tout le jeu d'objectivation prédicative qui prend la dénégation, par exemple, pour la nier, en disant non ou en disant oui, c'est-à-dire que ça ne donne jamais de oui, la dénégation, elle reste intacte, avec des petits jeux qui se passent sur son corps, pourrait-on dire. Et alors, c'est même pas pour l'infini de la dénégation une chatouille, et ceci nous amène à penser, c'est une parenthèse, que même si ce que j'ai appelé la manipulation logique sur fond d'infini, ça devient infini à son tour, ça ne veut pas dire qu'on va guérir l'infini à coup d'infini, et que ça va donner tout d'un coup du fini ou quelque chose comme du oui. Au contraire, ça va devenir pire, en ce sens que ce qui dans la nomination peut devenir infini, c'est pas la même chose que ce qui est déjà là comme infini, dans ce que j'appelle cette dénégation initiale, en ce sens que ce qui dans la manipulation logique vient comme infini, c'est la nomination de l'infini, et que ce qui est déjà là comme dénégation infinie, c'est ce qui infinitise toute nomination, c'est l'infini de la nomination, ce qui fait que la nomination de l'infini, elle sera une nomination comme les autres, c'est-à-dire qu'elle sera aussi bien sujette à cette infinitisation qui est déjà là, qui part d'une source qui est au début. C'est-à-dire que ça ne va rien changer et qu'on peut poser quelque chose comme oméga, le plus petit ordinal infini, ça ne va pas s'arrêter là, c'est-à-dire que ça continue dans l'ensemble des parties d'oméga, dans les alephes, etc. C'est-à-dire qu'il faut continuer, dès lors que de l'infini est donné dans cette position-là, il faut que l'infini lui-même soit infini, c'est-à-dire qu'on continue ces passages d'infini à l'infini, etc., qu'on continue encore. Comme si ce qui veut s'atteindre dans cette histoire, c'est précisément l'encore lui-même. L'encore se donne comme la limite de l'extension de ce non radical, NON, dont j'ai parlé, et je vais maintenant immédiatement parler du rapport entre le non radical et l'encore, puisque c'est à ça que va m'introduire rétroactivement ce sur quoi je vais revenir, c'est-à-dire la section de prédicat. La section de prédicat, on le voit immédiatement, c'est à la fois ce qu'il y a après toute prédication, c'est-à-dire une fois qu'on peut dire, il n'y en a plus des prédicats. Et c'est aussi bien ce qui, avant toute prédication, la supporte. C'est pas autre chose que l'un dont parler, c'est-à-dire que constitue de la prise en compte globale de cette équation, de cette économie satisfaisante, dans leur extrême singularité, qui n'est pas rien, c'est-à-dire en opposition à quelque chose d'autre, quelque chose qu'on peut éventuellement prendre du dedans de cette équation et singulariser, c'est-à-dire poser comme actuellement en face de l'équation tout entière. Il suffit qu'un seul trait de l'équation soit produit isolément pour qu'il brise l'équilibre de l'équation elle-même, qui était un équilibre de repli sur soi-même, et pour qu'il fonctionne comme grain de sable. Il suffit d'un léger glissement. Je ne peux pas ici citer des exemples, et c'est dommage, car cela apparaît extrêmement bien, d'un léger glissement, d'un changement de niveau tout à fait dérisoire, c'est-à-dire d'un transport de ce qui se donne comme équation dans un autre, dans quelque chose d'autre, où il y a d'autres éléments qui sont en jeu, pour que cette équation satisfaite d'elle-même, cet ensemble fermé, devienne tout à coup autre chose, c'est-à-dire pour qu'on se rende compte qu'il peut aussi bien fonctionner comme un élément d'un autre ensemble, comme partie d'un autre ensemble, qui peut précisément être l'ensemble de ces parties, comme ici on le voit. C'est-à-dire comme un élément d'un ensemble où le tout de l'équation précédente figure à côté de n'importe quoi, à côté de n'importe quel trait, et au même titre que l'ensemble vide, par exemple. Il n'est pas de tout qui ne puisse être ravalé, être éclaté au rang de singularité élémentaire dans quelque chose qui se donne comme un ensemble plus grand, c'est-à-dire l'ensemble de ses parties. Et cette singularité, dès lors qu'elle se donne dans un instant précisément de flottement, cette singularité appelle aussi bien l'écrasement, le nivellement dans un nouvel ensemble, qui lui garantit à elle, cette nouvelle singularité, une place en propre, une fonction, quelque chose comme un emploi. Le passage d'un ensemble à l'ensemble de ses parties, c'est donc la débandade de tout. Mais cette débandade prend des formes singulières, dès lors qu'elle n'a lieu, qu'il ne se produit d'éparpillement, que pour reformer un nouveau tout, que pour se récraser immédiatement dans un nouveau tout, c'est-à-dire pour que ces parties se reconsolident, mais de manière qui ne revient pas au point de départ, mais suivant une progression, se consolident dans autre chose qui, cette fois, forme un ensemble compact. Peut-être en définitive, la victoire va à l'éparpillement en ce sens que si la possibilité de la répétition, elle peut se répéter, l'impossibilité de la totalisation ne peut pas, elle, se totaliser. Puisque si l'on prend l'ensemble de tous ces tout, dont la totalisation est rompue par leur fractionnement dans l'ensemble de leurs parties, si véritablement cet ensemble se constitue de tous ces tout comme de ces parties, alors il subit le même destin, c'est-à-dire que lui-même peut se fractionner. Ce qui implique que jamais tous ces tout ne pourront se totaliser,
qui n'en serait autre chose que l'ensemble de ces parties, autre chose que ce que l'on connaît d'une totalisation ou d'un écrasement possible. On voit que les ruptures d'ensemble, ça conduit à la constitution de nouveaux ensembles, à l'écrasement, et ces nouveaux ensembles tendent eux aussi vers la rupture, qui permet de dire qu'en définitive, et je n'insisterai pas là-dessus quoi que ce soit d'important, tout est une question de rythme. À un niveau tant soit peu général, il n'est système que de rupture. Et je regrette aussi de ne pas pouvoir m'étaler un peu là-dessus, mais ça a été une des erreurs du linguistisme contemporain, de postuler quelque chose comme une régulation intrasystématique dans un ensemble, sans la poser fonction de quelque chose qui participe à un ordre, fonction d'une limite exclue. D'une limite exclue. Quelque chose comme l'interprétation de Peirce a été perçu en linguistique comme seulement une partie de ce que pour Peirce est l'interprétation, c'est-à-dire la possibilité, par exemple, dans un système, de passer d'un signifiant à un autre. Alors que ce sur quoi cette opération élémentaire fait fond, c'est sur un travail sémiotique plus essentiel, et je ne fais que le mentionner, qui est précisément, pour un même signifiant, ou pour un même ensemble signifiant, le passage d'un système à un autre de type différent. Il y a là quelque chose comme la torsion, l'écrasement du signifiant, et au demeurant, il suffit de regarder le rêve pour s'apercevoir de ce que ça peut signifier. C'est-à-dire que la surdétermination, elle doit se comprendre non pas seulement comme surdétermination sémantique dans un système, mais plus proprement, comme surdétermination sémiotique, comme possibilité d'un passage pour un même signifiant d'un système à un autre, comme écrasement du signifiant. La remarque d'un tel processus, lié à quelque chose d'autre qui est intéressant, que je vais dire, on la trouve chez Bacon, qui, à partir de ses réflexions sur le langage, a fondé un procédé de cryptographie. Ce procédé consiste à passer d'une lettre intérieure à une lettre extérieure, et à faire le trajet dans les deux sens, c'est-à-dire à sauter une frontière que ce passage met en relief. Je ne vais pas insister sur ce en quoi il y a changement de système chez Bacon, mais j'en donne vite l'exemple pour voir quelque chose qui est proprement ce qui déjà insistait dans cet exemple ici, quelque chose qu'on retrouve à tous les carrefours, qui est notamment quelque chose comme l'omission des parenthèses et qui permet justement le passage de la frontière, quelque chose qui a rapport avec la possibilité d'une substitution de deux termes, c'est-à-dire que dans la substitution de deux termes, tout est fonction des parenthèses. Et si on se permet d'ignorer les parenthèses, ou de changer la place des parenthèses ou des accolades, à ce moment-là, tout est possible. C'est d'ailleurs ce que reprochait Frege à Leibniz, ce qu'il lui reprochait d'avoir fait, et c'est ce qu'on retrouve chez Bacon dans son procédé de cryptographie, dont je vous donne rapidement l'exemple. Je vous dis avant de l'écrire, à chaque lettre de l'alphabet, latin en l'occurrence, c'est à 24 lettres, on fait correspondre un groupe de 5 lettres. Un groupe de 5 lettres correspond à chaque lettre, et ce groupe est formé uniquement de A et de B, selon une des 32 combinaisons possibles. Ça, c'est le premier temps, c'est une interprétation simple. Et dans le deuxième temps, c'est le message qu'on a transformé par le biais de cette transposition, le message qui est uniquement en A et en B, qu'on va retransformer en alphabet latin selon une autre interprétation, selon une autre loi de transformation. Oui, à peu près, donc, la première opération, c'est celle-là. Maintenant, le phénomène essentiel du changement de système, quoique je ne pointe pas que ce soit précisément un changement de système, mais ce qui fait qu'il y a interprétation d'interprétation, c'est qu'une fois qu'on a un message formé uniquement en A et en B, par la transcription à partir de chacune des lettres, dans ce tableau, on va retranscrire dans l'alphabet originel latin, en prenant non pas chaque groupe de 5 A ou de 5 B, parce que ce serait proprement réeffectuer ce découpage qu'il s'agit de masquer. On va prendre chaque lettre, chaque A et chaque B séparément. Et à chaque A et chaque B, comme ce sont les deux seules lettres dont est formé le message moyen, le message frontière, il pourra correspondre à chacun un nombre énorme de lettres de l'alphabet latin. Nommément, si on prend un alphabet latin compliqué de majuscules et d'italiques, chaque lettre apparaissant en majuscule, majuscule italique, minuscule et minuscule italique, on aura 4 fois 24 lettres, et chacun, le A et le B auront chacun la moitié de ces lettres comme traduction possible. C'est-à-dire que la seule chose qui va compter, ça va être l'ordre des lettres du message, dans la mesure où l'interlocuteur sait, le décodeur sait qu'il faut couper le message en portions de 5. Par exemple, on se donne une série ordonnée de manière très simple de A et de B, A, B, A, B, A, B, A, B, dans l'ordre, et on fait correspondre ensuite l'alphabet, comme je l'ai dit, à chaque A et à chaque B. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'on aura un A, on pourra mettre ce qu'on voudra qui lui correspond. À chaque fois qu'on aura un B, ce sera la même chose. L'essentiel, ce sera la position des italiques et l'ordre général des lettres.
Alors, ce qui s'est passé entre les deux, c'est justement qu'on a fait tomber ces parenthèses qui regroupaient les groupes de 5. On les a fait tomber et c'est là l'essentiel. Cela dit, je regrette de n'avoir pas le temps de développer ce point. Ce qui permet la rupture et l'éclatement dont j'ai parlé, c'est donc la structure ouverte de l'ordination. C'est-à-dire ce fait que le terme ou l'agent de la série, c'est ce que je disais au début, est absent de la série qui l'agence. C'est-à-dire qu'il n'y sera présent qu'un coup d'après. De cela, de cette absence, naît la possibilité du décalage, qui est la réobjectivation de la série tout entière. Il est très sensible dans un récit que le grain de sable dont nous avons parlé, s'il manifeste un changement de niveau, c'est que ce qui était proprement l'agent totalisant de la formation précédente, c'est-à-dire ce qui était les dernières parenthèses en quelque sorte, de la formation précédente le grain de sable, cela devient un élément, cela est compté dans la série, pour un nouvel agent totalisant. C'est-à-dire qu'il est clair que le point de fuite ou le point de chute d'une formation en général, d'une formation inconsciente par exemple, ce point est absent de la formation au niveau du désigné, au niveau de ce qu'elle désigne, de ce qu'elle manifeste et de ce qu'elle met en scène. C'est-à-dire qu'il s'agit à partir du désigné de faire cette remontée, de mettre en évidence ces parenthèses en quelque sorte, qui sont là mais qui sont absentes. On prend un seul exemple qui est celui de ce rêve, ou alors vraiment ça va de soi, ce rêve commenté par Freud, à l'époque où il cherchait partout des réalisations de désir, et où justement il y a une patiente qui lui amène sur un plateau un rêve où il n'y a pas de désir apparent. On peut se casser la tête, on n'en trouvera pas du désir, on ne trouvera pas d'équation du désir, pas de réalisation de désir. Mais Freud, qui a très bien compris ce processus, il dit justement, son désir, c'est qu'il n'y ait pas de désir dans le rêve, c'est-à-dire que j'ai tort. Ce qui montre bien que ce qui dans le rêve est présent, c'est le zéro, le pas de désir, le pas d'équation, etc. Mais que ce zéro, il est encerclé dans des parenthèses, il est inséré dans l'ensemble plus général, comme une partie de cet ensemble que représente le désir dans sa généralité. C'est-à-dire qu'il est supporté par un désir, et le désir, en tant qu'il a là la fonction de support, il est absent du désigné. Et c'est à l'interprétation de faire surgir ce 1 qui était à l'état potentiel dans ce zéro. Il y a quelque chose dans la rupture qui ne veut pas s'achever, ce que j'ai appelé la méconnaissance, et qui conduit aux écrasements successifs. Et l'écrasement, lui, ne peut pas s'achever. Il ne peut pas être complet. Mais ce vers quoi tend le processus, puisque déjà j'en ai un peu parlé, c'est l'écrasement, l'encerclement de tout ce qui peut se passer, c'est-à-dire de toutes les ruptures. Un écrasement complet qui délimiterait et qui achèverait la totalité des ruptures possibles. L'ensemble de tous les ensembles, c'est l'ensemble de tout ce qui peut produire, par rupture, un nouvel ensemble. Et s'il est dit que tout ensemble, par rupture, donne naissance à un nouvel ensemble, alors l'ensemble de tous les ensembles se définit comme impossible. Or, justement, ce qui est impossible, c'est d'encercler une rupture, de la mettre en boîte. Car dès que d'une rupture se produit un nouvel ensemble, c'est pour repousser, pour décaler la rupture, qui du nouvel ensemble va faire encore un autre. La rupture, elle n'est jamais dans l'ensemble, même si l'ensemble ne tient que de vouloir encercler la rupture, et l'ensemble de tous les ensembles, celui qui engloberait la rupture, est impossible. Et après ces préliminaires, on peut dire que ce qui passe, puisque je reviens à mon point de départ, qui était la question du Haya, ce qui passe entre un sujet et l'opération qui l'objective, le définit ou le limite dans la prédication, ça a particulier avec la catégorie de ce qui se soutient soi-même. Or, puisque ce qui soutient quelque chose n'est soutenu que par autre chose, on vient de le voir, la catégorie de ce qui se soutient soi-même, il semble que ce soit impossible, mais si c'est impossible, cette impossibilité même peut avoir des effets sur la prédication qui n'est autre qu'un encerclement supporté par ce qui veut être encerclé. Et ça va de soi, regarder que quelque chose supporte son prédicat, mais que le prédicat en même temps, il va essayer d'encercler ça, de lier ce qu'il supporte. Ce qu'il y a de réel dans ces effets pourrait apparaître un peu n'importe où. Ça aurait été sans doute plus attrayant de voir ce qui en apparaît, par exemple dans l'œuvre de Proust. Enfin, j'ai pris la logique de Port-Royal, parce que précisément c'est une théorie de la substance, c'est une théorie de ce qui se soutient soi-même, et qu'une telle théorie ne peut fonctionner que, je pense, sur ce qu'on vient de voir, même si c'est afin de reproduire sans cesse une méconnaissance. Ce qui m'a amené à la logique de Port-Royal, où on trouve un enchevêtrement de thèmes intéressants comme le signe, la prédication, la substance et l'être. Ceci a été dit d'une section de prédicat caractérisant l'être, car dans la logique de Port-Royal, la prédication élémentaire, l'homme est, il est considéré comme la forme vide de toute prédication. Comme si le prédicat était en l'occurrence pas de prédicat, imprédicable.
il y a dans la logique de Port-Royal une série d'objets qui se prédiquent justement de ne pas se prédiquer. Et ça participait à la fois de leur préoccupation janséniste d'une part et cartésienne de l'autre. Je développe un peu cette histoire du prédicat et de la substance pour montrer que si on pousse un peu à bout ces concepts qui se trouvent dans une théorie de la substance, on obtient quelque chose qui est à peu près ce que j'ai dit avant. Un prédicat, c'est quelque chose dans l'ensemble qui est supporté par une chose, une substance, la substance étant soutien à soi-même. La substance, c'est ce que l'on conçoit comme subsistant par soi-même et comme le sujet de tout ce que l'on y conçoit. Le prédicat, c'est ce qui étant conçu dans la chose et comme ne pouvant subsister sans elle, la détermine à être d'une certaine façon et la fait nommer telle. Ça, c'est deux définitions qu'on trouve au début. Or, déjà, à partir de là, il y a quelque chose qui va rater, il va y avoir un point d'achoppement qui va être, en quelque sorte, produit par le langage courant. Dans la logique, il est dit qu'un nom de substance, c'est tout naturellement un substantif ou absolu. C'est-à-dire qu'un nom de prédicat, c'est un adjectif ou connotatif. Alors, le problème qui se pose, c'est qu'il y a des substantifs qui n'ont rien à voir avec les substances, apparemment. Qui ne sont pas des choses, des substances comme la terre, le soleil, le feu, l'esprit, qui sont les exemples donnés de substances dans la logique de Port-Royal. C'est-à-dire que, à part ces substantifs dont je viens de parler, il y a aussi les noms qui expriment des qualités connotatives, c'est-à-dire des noms qui participent de la prédication. Par exemple, la rondeur. Il est dit d'une part, l'idée que le jet de la rondeur ne me représente une manière d'être ou un mode, que je ne conçois pour pouvoir subsister naturellement sans la substance dont il est mode. Et tout de suite après, il est dit, les noms qui signifient premièrement et directement les modes, parce qu'en cela, ils ont quelque rapport avec la substance, sont aussi appelés substantifs et absolus, comme dureté, chaleur, justice, prudence. Autrement dit, c'est à partir d'un point de détail aussi dérisoire qu'on peut concevoir, et ça se déroule dans la logique de Port-Royal, que ce qui a tout d'abord été mode, ou dans le discours prédicat, après avoir premièrement et directement été tel, il suffit d'un certain décalage pour que ça devienne à son tour de la substance étant ce qui se soutient soi-même. Or, ce décalage, il va falloir essayer de le cerner, et vous allez voir que ça a un rapport avec l'ensemble des parties d'un ensemble. C'est le passage, par exemple, dans le discours, d'un prédicat rond au substantif rondeur. Or, participe de la rondeur tous les objets, il est dit, tous les objets qui peuvent être prédiqués ronds. C'est-à-dire que la rondeur, pour employer une autre expression, c'est l'extension du prédicat rond. Et l'extension du prédicat, c'est pas un prédicat, c'est une substance. Ce qui fait qu'à partir d'une extension de prédicat, on obtient une substance, et je vais creuser cette affaire. Vous voyez bien que une substance comme terre, soleil, etc., c'est-à-dire une collection de prédicats, c'est un objet à quoi se rapporte une multiplicité de prédications possibles. Tandis qu'une extension de prédicat, c'est proprement un prédicat qui se soutient de pouvoir être référé à une série d'objets possibles, qui sont dès lors dans la position de prédiquer le prédicat. Ce qui fait qu'à partir d'une extension de prédicat, on obtient une substance. Ça a quelque chose à voir avec l'ensemble des parties d'un ensemble, et nommément, il est dit dans la logique de Port-Royal que l'abstraction, c'est ce qui consiste à considérer les parties indépendamment du tout dont elles sont parties. Et il est dit que c'est ainsi qu'on peut concevoir l'attribut, c'est-à-dire le prédicat, indépendamment de la substance singulière qui le supporte actuellement. On part d'un ensemble, une chose, comme ensemble de prédicats, à qui appartiennent, mais inessentiellement donc, ces prédicats. On sépare les parties, les prédicats de la chose, et à partir de là, de manière en quelque sorte magique, on peut considérer une nouvelle substance, qui est ce par quoi des prédicats singuliers peuvent avoir rapport à l'unité, indépendamment de toute relation actuelle à une substance singulière. Il y a donc un processus qui, à partir du morcellement d'une unité, conduit à une autre unité. Il faut comprendre que ce qui se donne au début comme substance, c'est-à-dire comme l'objet à quoi peuvent se rapporter une série de prédicats possibles, c'est la même chose que le premier A du A et A. C'est quelque chose de potentiel. C'est-à-dire que ça se donne comme le sujet, comme le support de tout ce qui peut arriver comme prédication. Support potentiel, c'est-à-dire qu'il fonctionne au niveau du tout, au niveau du n'importe quoi, mais dès que quelque chose est donné, dès qu'il existe du prédicat, le support potentiel part en fumée, c'est-à-dire que dès qu'une parole actuelle est donnée, le sujet, le support, cesse d'être sujet. Il est rapporté à son prédicat actuel comme si lui-même n'était qu'un objet pertinent pour ce prédicat s'érigeant en extension de prédicat, c'est-à-dire en valeur intrinsèque. Et c'est le prédicat qui devient support, substance dans l'extension. C'est-à-dire qu'il y a une inversion des rôles. L'extension de prédicat, c'est un ensemble d'objets rapportés à un prédicat. Les objets prédiquent le prédicat, alors que dans la substance potentielle, c'était tous les prédicats possibles qui étaient rapportés à l'objet. Or, ce qui passe entre ces deux substances, ces deux types de substances, collection potentielle de prédicats et extension de prédicats, c'est de l'ordre de ce qu'on a vu à propos des ordinaux. J'aimerais bien que ça apparaisse tout seul. La substance potentielle, c'est un ensemble de prédicats et l'extension de prédicats,
d'un ensemble d'objets. On fait sortir de la substance potentielle un prédicat qu'elle contient, qu'elle est supposée contenir, et on met la substance et ce prédicat actuel en rapport l'un en face de l'autre dans un nouvel ensemble, comme là, on a mis en rapport le 3 comme enfermement de parties qu'on retrouve juste à côté de lui-même, tout ça dans un même ensemble. Ce prédicat actuel dans un nouvel ensemble, mis à côté de la substance potentielle, c'est-à-dire la désignation de la désignation qui s'effectuait dans la première mise ensemble, c'est-à-dire dans la première substance, c'est ça qui donne l'extension de prédicat. Maintenant, si le prédicat abstrait de la substance première, ça arrive à faire de l'un quand même. C'est grâce à la singularité de ce qui s'érige en nouvelle substance, de ce qui prend le relais, c'est-à-dire l'extension de prédicat. Si on repousse encore un peu la différence qui fonde l'un, on peut très bien s'interroger à considérer les extensions indépendamment des prédicats. Qu'est-ce qui soutient l'extension? C'est-à-dire que si l'extension est l'interprétant qui soutient les prédicats dans leur rapport actuel aux substances potentielles, qu'est-ce qui tient les extensions? Quel est leur interprétant? Les extensions dans leur rapport à ce rapport lui-même. On voit que dans la mesure où, dans le passage de la collection potentielle de prédicats à l'extension de prédicats, il y a une inversion des rôles. D'un point de vue formel, les deux substances, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui supporte et quelque chose qui est supporté, même si dans un cas c'est le contraire que dans l'autre. Mais si l'on ajoute à cela la dimension proprement historique ou ordinale, celle que j'ai essayé de pointer au début, on obtient que dans la constitution d'un ensemble, il y a quelque chose comme la substantification d'un prédicat et qui est corrélatif de la prédication d'une substance. Et ça, c'est exactement ce que nous avons retenu comme rupture, écrasement dans l'interprétation. Or, il est possible que le jeu de la collection, ou on peut dire compréhension, et de l'extension dans la logique de Port-Royal, ça recouvre la dialectique de la rupture et de l'écrasement. Et si c'est le cas, c'est bien évidemment dans un sens très particulier qu'il va falloir entendre cette propriété de la substance de se supporter soi-même. Parce que cette autonomie de la substance, dès lors, elle est toute relative. C'est-à-dire qu'elle tient dans le rapport diadique qui l'oppose à ce qu'il a prédit, qui l'oppose à son prédicat. C'est-à-dire que l'un supporte, d'accord, et l'autre est supporté. Mais si de la substance se prédique et du prédicat se substantifie, ça signifie qu'il faut envisager une relation triadique. Il s'établit quelque chose comme une réciprocité décalée, une réciprocité discordante. Si du prédicat devient substance pour supporter dans l'extension des objets qui le tout d'avant supportaient dans la collection des prédicats, ce manège peut aussi bien continuer encore un peu, de telle sorte que l'extension à son tour soit supportée par quelque chose dont elle ne soit que le prédicat. La relation substance-prédicat se présente comme celle du multiple singulier, je l'ai dit, et c'est la même chose dans un sens et dans l'autre. Après la collection et l'extension, il peut y avoir quelque chose de l'ordre d'une collection d'extension, c'est-à-dire un ensemble dont les éléments soient précisément ces nouvelles substances que sont les extensions, mais désubstantifiées, prises comme prédicat d'une substance supérieure qui les supporte. Ça, c'est proprement la catégorie des ensembles suprêmes, parce que dans la logique de Port-Royal, tout a une fin, et là on touche à quelque chose qui a à voir avec l'être. L'extension de prédicat, comme substance, c'est ce qui fait tenir ensemble un sujet et un prédicat dans une relation actuelle. C'est-à-dire que si, dans la relation diadique, le sujet supporte le prédicat, dans la relation triadique, c'est l'extension de prédicat qui supporte la relation diadique. L'extension comme substance a donc la fonction de l'interprétant, je l'ai déjà dit. Alors, quel est le nouvel interprétant, je répète cette question, qui supporte la relation diadique entre la première relation diadique et l'extension comme interprétant? Si tant est que le terme ultime d'une relation sérielle la représente tout entière moins lui-même, et vous avez sans doute remarqué qu'on n'arrête pas de travailler sur cette hypothèse, alors de même que l'ensemble des relations objet-prédicat, c'est-à-dire l'extension, tient lieu de et interprète ces relations, ce sera l'ensemble de toutes les extensions qui sera l'interprétant de l'extension. C'est-à-dire que si l'on répète le processus, l'extension substantialisée du prédicat va se désubstantialiser et être rapportée comme prédicat à ce qui supporte toute extension, l'être. L'être, c'est la seule chose qui est dite se supporter véritablement soi-même. C'est-à-dire qu'il n'est le prédicat de rien. Une fois l'être produit comme terme de la série, on peut revenir, on peut régresser jusqu'à des substances telles que l'étendue et la pensée et les fondées. C'est y compris à partir de l'être qu'on va peut-être saisir de manière plus aiguë ce que représente la prédication. Car on a vu que de proche en proche, c'est finalement sur l'être que s'appuie la relation prédicative. De l'être dans la logique de Port-Royal. Il est dit qu'il fait partie de ces choses qui ne peuvent en aucun cas se prédiquer, pour la raison évidente que s'il était prédicable, ce prédicat qu'on lui donnerait, si on le substantifie, il sera quelque chose de plus vaste que l'être, et l'être sera lui-même rapporté comme prédicat à cette substance nouvelle. Il sera l'extension de ce prédicat.
Or, l'être ne peut pas être un prédicat, donc l'être n'a pas de prédicat. Je cite la logique à propos de l'être et de la pensée. Il ne faut pas nous demander que nous expliquions ces termes, parce qu'ils sont du nombre de ceux qui sont si bien entendus par tout le monde qu'on les obscurcirait en voulant les expliquer. C'est généralement ce qu'on dit dès qu'il est question de choses comme ça. Parler de l'être, c'est le réduire à un moindre être, de même que parler de la pensée, puisque si la pensée est l'ensemble de tout ce qu'on peut penser, de tout ce qu'on peut en dire, elle est forcément quelque chose en plus que tout ce qu'on pourra en dire. En même temps, de ce fait que l'être ne saurait être prédiqué, et de cet autre que l'être est le support de toute prédication, il y a quelque chose comme une disjonction entre cet être qui ne supporte rien parce qu'il ne peut être séparé de rien, et ce tout qui ne peut se concevoir que supporté par l'être. Et ceci n'est disjonction qu'à considérer dans un premier temps l'être d'une part, les prédicats de l'autre, on va voir que cette conception est fausse, et si l'être est proprement sur rien dans le discours, il est l'ensemble de tout le discours, c'est-à-dire ce qui échappe au discours, ce qui le constitue. Ce qui échappe au discours, c'est le discours lui-même, de ce point de vue-là. Puisqu'il n'y a de discours comme mise ensemble, comme écrasement, qu'afin de rattraper ce qui précisément lui échappe. Ainsi l'être, il faudra certainement le situer aussi bien au début du discours, dans le non radical, qu'à la fin dans l'encore. Or la différence, je me presse, la différence que nous avons isolée entre la substance potentielle, comme possibilité d'une prédication, et toute prédication actuelle qui ravale la substance au rang de prédicat, devenu sens, cette différence nous permet de comprendre ce qu'est l'être. Ce n'est pas rien qu'un ensemble comme totalité fermée, par exemple le 3 là-bas, ce soit différent de l'ensemble de ce qu'on peut recenser comme partie de cet ensemble. La substance comme support, collection de prédicats, comprend de façon potentielle la série des prédicats qui lui appartiennent, mais indépendamment d'aucune actualisation du prédicat. Car dès qu'on actualise un prédicat, dès qu'il existe un prédicat, au contraire, c'est de l'expulsion hors de la substance d'un prédicat qu'il s'agit. C'est une rupture, la rupture qui, par démembrement, met en rapport la substance avec tout ce qu'elle supporte. Or, c'est ici qu'est le nœud de l'affaire, car s'il y a une différence entre, d'une part, la mise en rapport sur le mode prédicatif actuel de la substance avec les prédicats qui la définissent, et d'autre part, la substance elle-même, en tant qu'elle est supposée n'être rien d'autre que son rapport aux prédicats, le fait de les supporter. Alors il faudra conclure que la substance, c'est autre chose qu'un support de prédicat, autre chose que ce à quoi se rapportent les prédicats. Mais néanmoins, dans une substance, j'essaie de me presser, mais il y a là un tissu logique de propositions contradictoires, il n'y a pas autre chose dans la substance que des prédicats ensemble, et ça c'est dit. Et pourtant, si on met la substance en rapport, la substance comme ensemble de prédicats, en rapport avec ces prédicats dont elle est l'ensemble, on se trouve en face non pas d'une simple redondance, mais proprement d'une différence. Et ce qu'il y a de plus dans la substance, ce qui fait cette différence, le fait que les prédicats soient ensemble, c'est pas seulement une simple détermination supplémentaire des prédicats, car il est dit dans la logique que la substance, tout entière, tient dans cette différence entre le fait pour les prédicats d'être ensemble ou de ne pas l'être. C'est-à-dire que si l'on supprime la possibilité de cette différence, il ne peut plus y avoir de substance. C'est-à-dire qu'il reste un univers de prédicats, ce que Peirce, un univers indifférencié de prédicats, ce que Peirce appelle l'univers du peut-être, qui est aussi bien le néant absolu, dans la mesure où il est dit dans la logique, que sans la substance, les prédicats ne tiennent pas, ils ne sont plus rien. La substance, c'est ce qui fait tenir quelque chose, ce qui permet des relations, c'est-à-dire ce qui est en plus quand des prédicats sont ensemble. Or, en même temps, nous n'avons cessé de constater que ce plus tient